Baptiste, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir. Avec plaisir. C'est un vrai bonheur pour moi de venir dans ce lieu parce que ça fait... Alors, on va parler de l'histoire de la Motte-à-Char qui était l'origine du potager extraordinaire, qui s'est déplacé. Enfin, il y a eu quelques vies entre le temps à la Motte-à-Char et maintenant et ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Mais voilà, vous avez gardé un esprit de maintenir un potager extraordinaire. Et c'est vraiment ça que je veux qu'on montre aujourd'hui, c'est ce côté potager, ce n'est pas que les légumes, les cultures nourricières, c'est tout un agrément et toute une diversité. Et tout un tas d'histoires autour, parce que ce qui nous intéresse, c'est raconter des histoires autour des légumes, de comprendre un petit peu d'où ils viennent. Et c'est plus qu'une graine, c'est plus qu'un légume, c'est parfois même des émotions qu'on va essayer de transmettre aux visiteurs. Totalement. Donc vraiment, j'ai plaisir qu'on découvre ça ensemble. Ça marche. Et puis qu'on insiste sur un légume, enfin un type de légumes qui sont les courges. Parce que je sais que c'est quand même l'élément phare du potager extraordinaire depuis la Motte-à-Char où il y a ce concours des légumes géants. Donc voilà, j'aimerais qu'on en parle également. Alors là, on est en train de faire un cheminement qui est le cheminement que tout le monde prend. Effectivement, c'est le cheminement des visiteurs. L'idée, c'est de les emmener vers l'histoire du potager extraordinaire et l'histoire du lieu. Ouais. Donc, ce lieu où on est aujourd'hui, sur le site de Beautour, c'est l'ancien... Wow. C'est carrément impressionnant. Ah oui, alors voilà le bureau de Georges Durand. Georges Durand, qui était la personne qui avait le site de Beautour, qui était un naturaliste vendéen très connu, qui a beaucoup œuvré sur l'entomologie, l'ornithologie et tout un tas d'autres sujets naturalistes. Il avait légué au Muséum d'histoire naturelle ce domaine pour en faire quelque chose de bien, pour en tout cas perpétuer, on va dire, l'envie de transmettre et de rechercher encore sur la nature. Donc on a voulu lui rendre hommage avec cette pièce-là, pour contextualiser et dire aux gens, eh bien, vous arrivez déjà sur un site qui a une histoire, qui a un passé. Wow. Et par chance, Iris, la big boss des lieux, celle qui a repris l'histoire, eh bien, fréquentait déjà ce lieu. Il y a son petit bureau qui est là. Réellement? Ouais, le petit bureau d'Iris. Et du coup, passionnée elle aussi, on va dire contaminée peut-être même par cette idée naturaliste, eh bien, elle a créé son labo juste à côté, derrière. Excellent. Waouh. Et c'est là où elle fait ses expériences et où elle ramène des quatre coins du monde les plantes qu'elle trouve. Alors bien sûr, toujours axée sur l'alimentaire et sur les plantes bizarres et curieuses. Malheureusement, on la voit jamais. Elle est toujours partie en voyage. Et oui, voilà. Donc, elle nous laisse des petits mots. Mais réellement, c'est vrai que Iris, c'est son travail. Elle laisse un petit mot aux visiteurs. On l'entend parfois pour dire un petit peu où on est. Et donc, du coup, l'idée ici, c'est d'expliquer aux gens que l'aventure continue. Le potager extraordinaire, c'est observer, regarder, s'amuser avec curiosité. Et ensuite, là, je vois pas beaucoup de plantes potagères. Et non, il n'y a pas que des plantes potagères au potager extraordinaire, il y a aussi des plantes curieuses et bizarres. Et donc, du coup, les plantes potagères, c'est à peu près, on va dire, 75-80% des collections du potager extraordinaire, mais il y a encore 20% de plantes ornementales et curieuses. On va le voir d'ailleurs dans un des premiers jardins qui s'appelle le Bizarretum. Donc là, on arrive effectivement là où Iris commence à mettre ses premières plantes, ses premières pots, les plantes qu'on lui donne. Elle les met ici dans cet espace-là. C'est un petit peu l'espace de transition, là où elle va prendre le thé avec ses collègues de temps en temps. Bonjour. Et on arrive dans le premier jardin qui est donc le Bizarretum. Mais c'est une porte monumentale pour nous accueillir, c'est génial. Effectivement, c'est sublime. Un beau travail. Absolument. Alors on se rend compte que la végétation est encore un peu jeune, donc ça fait partie de l'histoire de ce potager extraordinaire. C'était sur un site pendant 25 ans à la Motte-à-Char, donc à une vingtaine de kilomètres d'ici à peu près. C'est ça, entre 1995 et 2018 à la Motte-à-Char, et depuis 2018, en reconstruction et en déménagement pour revenir ici sur le site de Beautour à La Roche-sur-Yon. Très bien. Et ouvert depuis seulement un mois, puisque c'est ouvert depuis le 1er juillet. 1er juillet 2023, donc c'est un petit peu jeune, frais, mais il y a déjà des choses qui sont magnifiques là. Effectivement, il y a le potiron géant qui commence à pousser. Alors, pour réussir à avoir un beau massif comme ça, je dirais que quel est le secret? Alors, il y a deux secrets pour faire un potiron géant, vraiment, quelque chose d'XXL. Ça va être la génétique, déjà. Il va falloir une génétique propice pour faire un potiron géant. Et ensuite, il va falloir un sol le plus riche et vivant possible pour qu'on puisse avoir une croissance optimale. En ce moment, chez les compétiteurs, on a des pointes entre 20 et 27 kilos par jour de croissance. Waouh. Donc les compétiteurs, j'adore cette approche parce qu'on est vraiment sur un concours. Là. Il y a vraiment des passionnés qui sont à fond sur leur potager. Et donc la clé pour avoir une belle courge, c'est un sol très riche. Un sol très riche,
équilibré, avec un pH bien maîtrisé. Il va falloir enterrer aussi les tiges pour avoir un maximum de racines. Il faut savoir que la courge fait 2 à 3 racines à chaque feuille. Et à chaque fois qu'elle va émettre ces racines-là, eh bien, elle va pouvoir augmenter son pouvoir d'absorption en eau, en minéraux, sa capacité d'échange, et donc du coup, elle va grossir encore plus. Donc en fait, à chaque développement de pousse, le système racinaire doit être enfoncé. Vous le recouvrez, vous le butez comme un peu les pommes de terre. On peut regarder si vous voulez. Oui, bien sûr. Donc là, on voit une racine. Oui, d'accord. Voilà. Et là, on en voit d'autres dessus qui commencent à arriver. Donc si on bute légèrement à chaque fois qu'il y a un nœud, alors je dis légèrement parce que si c'est trop enfoui, ça va se mettre à pourrir. Donc c'est la bonne dose qu'il faut toujours trouver. Eh bien, on arrive à avoir une capacité d'absorption démultipliée. Les compétiteurs vont même jusqu'à mettre avec un pinceau des mycorhizes à chaque racine pour être sûr que là aussi, ça démultiplie encore plus leur capacité d'échange et d'absorption. Bref, en tout cas, les compétiteurs ont 1001 astuces pour arriver à booster au maximum les capacités de cette génétique déjà exceptionnelle. Mais alors, si le fruit, il est là-bas. Oui. De booster ici, est-ce que c'est utile pour le premier fruit qui est apparu, ou parce que moi je me dis, bon ok, ça va être utile pour continuer à développer le nombre de fleurs, plus pollinisation, le nombre de fruits, mais pas ce gros fruit. Ah, si, ça repart dessus. Et ce gros fruit, il a été sélectionné, c'est-à-dire qu'on enlève tous les autres. On ne laisse qu'un seul fruit pour qu'il grossisse au maximum. D'accord. Voilà. Et si possible, à 3-4 mètres du pied, c'est ce qui a été observé par les compétiteurs depuis plusieurs dizaines d'années comme le meilleur endroit pour que le gros potiron puisse se faire. D'accord. Et il y a même des schémas sur la manière dont disposer les tiges sur les 100 mètres carrés nécessaires à la croissance du potiron. Et certains schémas de tiges sont plus propices à la croissance du potiron que d'autres. Là, on n'est quand même pas sur un seul pied. Là. On est sur un seul pied, si. On est sur un seul pied. Un seul pied. Là, il y a une sacrée génétique, là, quand même. Il y a une sacrée génétique. C'est des génétiques qui font facilement 500 à 700 kilos. Voilà. Waouh. Alors, on retire les fruits. Ça veut dire que là, sur ce plan que l'on voit ici, vous allez ne laisser que ce fruit-là. Vous n'allez pas du tout chercher à en avoir un autre. Quoi. Pas du tout. Tout vienne sur toute l'énergie. Cette... Alors nous, on le fait de façon assez empirique parce qu'on n'a pas malheureusement le temps de le faire aussi bien que le font les compétiteurs. Ici, il est très jeune et assez petit. Mais sinon, chez les compétiteurs, ils sont déjà à 4-5 fois cette taille-là. Voilà. D'accord. On est sur quelque chose de beaucoup plus gros. Donc là, on attend ce fruit-là. Il va être à combien d'ici 1 mois et demi, 2 mois pour le concours? Il va quand même atteindre... Là, il fait quoi, là, déjà dans son... il doit bien faire 50 à 80 kilos, peut-être, à peine. Voilà. Ce qui est très petit pour un potiron géant aujourd'hui. C'est dans le concours, c'est jusqu'à 900 kilos, c'est ça? C'est ça le record? Oui, on est à 966. On est un peu plus de 900 kilos. Oui. On est à 928. 928, oui, c'est ça. 928 kilos. Vous avez la photo ici du record de l'an dernier, avec du coup toute l'équipe des bénévoles et des compétiteurs. C'était il y a combien de temps, ça? C'était l'an dernier. L'an dernier, d'accord. Je crois que si je ne dis pas de bêtises, c'est l'an dernier ou il y a 2 ans. Cette année aussi, je pense qu'on aura une bonne année pour les potirons géants. Ouais. J'aimerais savoir comment ils le transportent de leur jardin. Alors, c'est un tracteur, une remorque, et puis vous croisez peut-être sur l'autoroute ce jour-là quelqu'un avec un potiron géant dans sa remorque. Bon. Voilà. Parfois, il y en a qui viennent carrément d'Angleterre ou d'Espagne, donc parfois c'est des chemins assez longs pour venir les faire peser jusqu'au potager extraordinaire parce que c'est le seul site en France homologué officiellement pour les records de fruits et légumes géants. Bon, là, on trouve nos copines. Là. Ah voilà, là on est sur une courge, vraiment. La galeuse d'Ésine. Alors, galeuse, pas au début, on voit que le fruit est complètement lisse. Ouais. Et les verrues vont apparaître un petit peu après. C'est ça, un gale, on est sur cette déformation d'un champignon qui se met et qui crée... Alors, la gale en tant que telle. Oui, c'est ça. Alors ça, c'est son surnom, galeuse, en fait. D'accord. Voilà. D'accord. Galeuse. Et on l'a mis ici dans une thématique plutôt liège. C'est pour ça qu'il y a le chêne-liège, ça... un fusain ailé. On a mis ici en scène des plantes qui ont la capacité de créer une peau plus épaisse qu'on peut qualifier de liégeuse. Et peut-être qu'on va trouver ici des fleurs mâles et des fleurs femelles. Ce serait bien. Si elles n'ont pas Il y a des mâles, ça c'est pas un problème. Voilà, on en a une là, tout au bout. Ah oui, c'est ça. Qui est en train d'avoir son fruit. Comment les dissocier à part le fait qu'on voit le fruit qui se prononce? C'est uniquement effectivement la seule chose. Si on les met bien à côté, on voit bien que la fleur mâle, elle n'a pas le petit fruit, alors que la fleur femelle a déjà le petit fruit. Mais ça, c'est à quel stade elle va être pollinisée? Parce qu'il faut quand même que la fleur s'ouvre. Et bien là, elle est en train de s'ouvrir. On est tôt le matin, donc du coup, d'ici 1 ou 2 heures, elle va vraiment s'ouvrir. Un bourdon va souvent venir chercher le pollen
qu'on trouve dans la fleur mâle. Ouais. Donc là, on n'a que des étamines avec du pollen. Donc les deux fleurs sont bien sur la même plante. Hein, ce n'est pas deux plantes différentes, on est sur la même plante avec deux types de fleurs. Et il va prendre le pollen ici et il va le mettre sur le pistil qui est à l'intérieur de cette fleur femelle qui, elle, contient du coup l'ovaire dans lequel il y a les ovules. Et les ovules, en fait, ce sont des graines. Donc cette boursouflure existe avant d'être pollinisée. Bien sûr. Et en fait, c'est après la pollinisation qu'elle va se développer et qu'elle va se transformer en fruit. C'est ça. Ouais. Parce qu'on a souvent envie de dire que ça y est, ça a été pollinisé, alors que c'est pas gagné en fait. Ah non, il va falloir attendre une bonne semaine et être sûr que le fruit ne jaunisse pas. Oui, s'il jaunit, c'est fichu. Ouais. Et donc, j'entendais tout à l'heure votre problématique de se dire, est-ce qu'il faut plusieurs courges? Eh bien, effectivement, plus on aura de pieds de courge et plus on aura de chances d'avoir du pollen en conséquence le jour où la fleur femelle est ouverte pour pouvoir avoir cet échange nécessaire à la fécondation et du coup à la formation du fruit. Ouais. Ma tendance qui était de dire, je suis déçu parce que je trouve que j'ai pas assez de courges sur les pieds que j'ai. Est-ce que ce serait aussi d'amener des fleurs pollinisatrices? Ou en fait non, ça sert à rien parce qu'il faut que ça soit vraiment l'échange sur le même pied de la plante. Exactement. Voilà. Si on attire avec des pollinisateurs, ça peut peut-être donner des chances qu'il y ait du monde dans le coin le jour où. C'est ça. Mais en tout cas, il ne faut surtout pas les détourner avec une plante qui serait peut-être plus appétente et du coup qui les détournerait de ce chemin-là potentiellement. Bon, c'est rare. Nous, on n'a jamais eu ce cas-là. Par contre, les cas qu'on peut avoir, c'est que au moment où la fleur femelle est ouverte, eh bien parfois il y a un déficit effectivement en fleur mâle et on n'a pas la pollinisation qui se fait. Et attention, toutes les courges ne se pollinisent pas toutes entre elles. C'est ce que j'allais dire, parce que d'amener plusieurs pieds de courge différents, butternut, la muscat de Provence ou autre, est-ce que les croisements vont fonctionner? Non, pas du tout en fait. Alors, l'exemple que vous venez de donner fonctionne. Butternut et muscat de Provence restent des Cucurbita moscata, donc on peut les croiser. Attention, parce que les graines qui seront issues de ce croisement-là ne donneront ni des butternuts ni des muscats de Provence. Donc ça, c'est souvent l'erreur que font les gens en récoltant leurs propres graines. Et ensuite, eh bien, les courgettes, elles, vont s'hybrider avec tout ce qui est Cucurbita pepo. Donc les courgettes vont s'hybrider avec les spaghettis et avec tout un tas d'autres variétés de courgettes, de pâtissons ou autres. Et là, la pollinisation va permettre de former des fruits. Et on a ensuite les maxima, les petits marrons, le potiron géant et tout un tas d'autres grosses courges, la rouge vive des tempes et autres. Et elles peuvent aussi se croiser entre elles. Donc c'est bien dans ces trois catégories qu'il faut multiplier le nombre de pieds pour être sûr que le croisement, au moins, déjà on attire les pollinisateurs qui restent bien, et puis même s'ils passent d'une fleur à l'autre, autant rester dans ces espèces de la même famille, en fait, pas de la même famille. De la même espèce, effectivement, c'est ça. Alors des fois je vois aussi des feuilles qui montent très haut et autres. Là, on est assez régulier au niveau du feuillage. Est-ce que c'est le côté variétal ou c'est le fait qu'il y a beaucoup de place? Donc elles peuvent s'étaler, elles ne se font pas concurrence et elles ne montent pas... Alors c'est une histoire de vigueur, effectivement. Alors c'est variétal, toujours cette prédomination génétique pour ces courges-là. Mais en termes de vigueur, ça va être plus elles auront à manger, plus elles auront un feuillage généreux, gros et assez haut. Alors, donc ma question venait aussi à dire, de plus en plus, les jardins étant de plus en plus microscopiques, je veux dire, on cherche à les faire monter. Est-ce qu'il y a une sélection qui se fait est-ce qu'il y a des types de plantes? Moi, je sais que c'est la muscat de Provence et la butternut, j'ai cherché à les faire monter. La vive des tempes, je l'ai mise au sol. Est-ce que vous êtes dans la même approche? Est-ce qu'il y a une recherche également Alors, on a les courges coureuses et non coureuses. Donc, les non coureuses qui vont prendre 1 mètre carré et être un peu ramassées. Donc, on a les courgettes, les pâtissons, des choses comme ça, qui sont peu coureurs et qu'on peut mettre dans un petit jardin. Sinon, je vous montre ma solution. On y va. Donc, voilà ma solution. Voilà. Excellent. C'est une idée que je voulais développer, cette approche de demi-arche. Alors, je me suis vraiment inspiré de ce que font les Anglais. Les Anglais ont souvent cette petite paroi oblique qui leur permet d'avoir les courges suspendues. Et je me suis dit, c'est vachement intéressant comme principe avec l'orientation du soleil parce qu'on s'est à peu près axé sur l'inclinaison du soleil pour se dire que le pied est légèrement à l'ombre avec l'inclinaison et on peut quand même faire pousser des légumes sous les courges. Et les courges au-dessus qui font un petit peu d'ombre. Donc du coup, on a double production. C'est vraiment l'orientation que je vais prendre l'année prochaine parce que j'ai voulu le tenter. En fait, pour la petite histoire, j'ai recyclé une balançoire. Donc j'ai gardé les montants et en me disant, je vais jouer avec. Alors, le point important que vous venez de dire, c'est la fraîcheur au pied. Oui. Ça, c'est quelque chose qu'il faut essayer de garder. Ça. En ces moments de grande chaleur, effectivement, on essaye d'éviter d'avoir trop de chaleur qui arrive de partout. On essaye de faire au maximum des ombres portées, d'avoir une plante qui n'est pas 100% au soleil toute la journée, parce que des étés comme on a eu l'an dernier avec des canicules, les courges souffrent beaucoup de la chaleur.
Donc, même s'il y a de l'eau. Même s'il y a de l'eau, ouais. Ouais. Donc on a cette ouverture. Est-ce que le fruit a besoin de soleil pour venir vraiment à maturité? Parce qu'il arrive souvent qu'on voit des arches complètes, en fait, et donc tout est à l'ombre. Oui. D'ailleurs, je crois que dans l'ancien potager, c'était tout à l'ombre, non? Il n'y avait pas un tunnel? Alors, on a le fameux tunnel des gourdes qu'on a toujours, on va le voir. Et effectivement, ça reste assez ombragé. Mais il n'y a pas besoin forcément de beaucoup de lumière pour que ça mûrisse très vite. Ça mûrira un petit peu plus lentement, caché par le feuillage, mais je pense que c'est même une stratégie naturelle. On a parlé tout à l'heure des feuillages hauts. Oui. C'est un feuillage qui va permettre de faire un effet parasol sur le fruit, qui va pouvoir grossir sans avoir une peau qui durcit. C'est une des stratégies dans le concours des fruits et légumes géants. On met d'abord un petit gant de toilette quand il est tout petit, ensuite une serviette de bain, et ensuite la couette. Et en fait, on couvre le fruit parce que plus la peau est tendre et moins elle voit le soleil, plus elle a une capacité à grossir. Ah oui, facilement. Donc, le fait qu'elle durcisse fait que ça limite sa croissance et son expansion. Et probablement que naturellement, dans la nature, les courges ont leur feuillage un peu plus haut au-dessus des fruits, pour cette raison-là, pour permettre aux fruits de mûrir peut-être un peu plus lentement que s'il était en plein soleil. D'accord. Alors j'en vois des magiques là. Est-ce qu'on est sur des fruits comestibles également? Tous ces fruits qu'on a, tous ces fruits sont comestibles. Là, c'est simplement un petit marron. Hein. Oui. Voilà. Oui. Là, on est sur une longue de Nice. Oui. Voilà. Les Pink Jumbo Banana. Voilà. Pink Jumbo de banana. J'adore ce nom. Les coloquins ne sont pas comestibles, par contre. Oui, exact. Voilà. Et c'est même dangereux dans un sens. Oui, parce que la confusion peut être rapide. Alors, il y a cette confusion et puis il y a le côté, comme c'est une pepo, on l'a dit tout à l'heure, il faut être dans les mêmes espèces. Oui. Elle est de la même espèce que les courgettes, que les courges spaghetti. Si on a une coloquinte dans les 500 mètres aux alentours qui risque de s'hybrider avec ses pépins de courge ou autres, eh bien, l'année d'après, quand on ressème sa courgette, on aura un hybride entre coloquinte et courgette. Et ce fruit, même s'il ressemble à une courgette, contient des toxines qui peuvent être vraiment assez dangereuses. On a quelques cas de personnes qui perdent tous leurs cheveux, par exemple, suite à la consommation d'une courge comme ça. D'accord. Alors donc la vigilance, elle va être comment? S'il y a une amertume, c'est souvent ça. S'il y a une amertume sur le fruit, surtout sur une courge, on évite de la consommer. Ouais, voilà. Mais il n'y a pas d'autre moyen de le savoir? Ou alors l'idée numéro 1, c'est de dire pas de coloquinte dans un jardin potager? Alors, si, des coloquintes dans un jardin potager, pas de problème. Mais si vous récoltez vos propres graines et que la pollinisation est libre, avec d'autres courges, attention. C'est là, la vigilance, c'est récolter ses propres graines. Voilà, c'est ça. Sinon, amusez-vous à cultiver ça, c'est absolument... c'est fabuleux. C'est fabuleux, c'est sublime, voilà. Non. Pas de crainte si vous l'avez la même année, c'est si vous récoltez vos graines et que vous les ressemez l'année d'après, là il y a un danger. C'est le classique. Le classicoïdium. Le classicoïdium. Est-ce que c'est l'humidité de la semaine dernière? C'est ça. On a un temps humide cette année qui est propice à l'apparition de ce champignon. Alors si on veut faire des traitements simples, on met parfois du lait demi-écrémé ou écrémé, on va dire 50% d'eau, 50% de lait, et on le pulvérise 2-3 fois la semaine. Ça permet d'éviter un petit peu l'oïdium. On peut aussi soufrer en mettant du soufre. C'est à faire avant, c'est-à-dire qu'on sait que la météo, on sait que la météo tourne, hop là, on fait le traitement. C'est ça. Et même avec une bonne volonté, si la météo est contre nous, eh bien malheureusement, on ne peut pas lutter parfois contre la nature. Ce qui est intéressant, c'est que comme on a un retour au beau temps et au sec, eh bien, ça va calmer ce champignon-là qui va limiter sa croissance. Ça ne va pas le stopper, ça ne va pas vraiment le faire disparaître, ça va juste le ralentir. Et du coup, on a la chance de pouvoir encore avoir une végétation, je pense, pendant un mois et demi, sans problème. Alors, ça veut dire que ces traitements que vous avez mentionnés dans tant avec le lait que le soufre, vous le faites? C'est quelque chose que vous êtes vigilant? Il y a 15 jours, par exemple, vous avez traité Alors, on va mettre du soufre, le lait, effectivement, 2-3 fois par semaine. Parfois, même nous, avec la charge de travail qu'on a aujourd'hui, on n'a pas toujours le temps de bien le faire. On n'est pas toujours les meilleurs élèves. Mais effectivement, on essaye chaque année de tester des protocoles pour voir quel protocole va être le plus intéressant à faire. Et au fur et à mesure des années, on essaye d'expliquer aux visiteurs ce par quoi on est passé, et on se nourrit même des visiteurs parce qu'il y a beaucoup de visiteurs qui viennent et qui ont plein d'expériences très riches à nous apporter. Donc le pied a tourné comme ça, la feuille va tomber d'ici quelques semaines, semaines. Est-ce que c'est gênant pour la plante? Est-ce que ça l'affaiblit énormément? C'est ça, moins elle aura de feuilles, moins elle aura de capacité à produire de la nourriture et à produire des fruits. Et le côté esthétique chez nous est aussi important, donc du coup, effectivement, ça détériore un petit peu l'esthétique de la plante. Là, je vois qu'on est devant un fruit qui a vraiment besoin d'être supporté. Voilà, la tige a commencé à casser, donc on a dit on préfère prévenir que guérir. Excellent. Voilà.
C'est le fruit relax, les hamacs pour... Les hamacs pour fruits. Donc là, on voit bien qu'il y a des environnements peut-être plus exposés ou Alors là, on a un sol beaucoup plus fin et probablement une courge qui est beaucoup plus sensible à la maladie. Voilà. Alors, est-ce que ça veut dire que pour l'année prochaine, cette courge n'aura pas sa place dans le potager? Exactement. Voilà. L'expérience dit que celle-ci, elle n'est pas au bon endroit ici. Je pense qu'ici, l'année prochaine, ce qui serait intéressant de tester, c'est aussi un peu de haricots, parce que les haricots peuvent tout aussi bien pendre, tout comme les concombres et d'autres plantes. Donc, on va probablement diversifier un petit peu la structure pour que ce soit un peu plus sympa. Alors, nos tunnels. Wow. Le fameux tunnel de Gourde. De Gourde. Waouh. Voilà, l'emblème du potager extraordinaire depuis 25-30 ans. Extraordinaire. Là, le mot est bien choisi. Alors, est-ce qu'on est sur une année où ça a été productif ou pas trop? Est-ce qu'à un moment donné, c'est à voir le nombre de fruits qui descendent qu'on se dit, ouais, ça a été une belle année? Alors, c'est une année bien productive quand même, vu la quantité de fruits, on est plutôt bien, mais vu le feuillage, on a eu un déficit en engrais et en arrosage qui fait qu'on aurait pu faire encore mieux. D'accord. Voilà, on a testé un petit peu notre sol, voir comment il répondait en termes d'arrosage et on a peut-être sous-estimé l'arrosage. D'accord, parce que vous pensiez que c'était un sol humide et qu'il ne fallait pas surdoser. Et bien en fait, l'extérieur était assez humide, gardait bien l'eau, mais ici sous serre, probablement que la plante a absorbé plus d'eau qu'on imaginait. Donc on a peut-être raté un petit peu quelques arrosages. Donc absorber plus d'eau, ça veut dire qu'elle l'aurait pas retransmis dans son feuillage? C'est quoi le... Si justement, le feuillage et l'exubérance. Une gourde, ça pousse très très vite. Hein. Parfois, ça pousse de 10 cm par jour, sans problème, en pleine croissance. Donc, ça évapore beaucoup d'eau et probablement qu'elle a puisé beaucoup plus d'eau qu'on l'imaginait dans le sol et qu'on aurait dû lui apporter à ce moment-là plus d'eau. Donc, on est en train de corriger un petit peu ça. Il y a un apport aussi en engrais, je pense, à faire en cours de saison pour pouvoir assurer une bonne croissance. Mais globalement, on est assez content. Oui, l'effet reste toujours waouh. Ça, c'est clair. Voilà. Et ce qu'il ne faut pas louper ici, c'est surtout de bien laisser ouvert la nuit les ouvrants pour que les papillons de nuit puissent venir faire la pollinisation. Parce que s'ils ne viennent pas, il n'y aura pas de fruits. Voilà. C'est le problème aussi de la serre. Donc papillons de nuit, parce que ce sont les seuls qui sont vraiment efficaces sur Exactement. Les cucurbitacées Alors pas sur les cucurbitacées, sur les lagenaria. Les lagenaria, sur le fruit gourde. Voilà, sur la gourde. Je ne sais pas si j'ai une fleur à vous montrer, ça serait bien. Tac. Et donc effectivement, les fleurs sont blanches. Blanches, d'accord. Voilà. Donc ça, c'est l'effet d'attirer la lumière de la lune. C'est ça. On reste toujours cette approche... pour être bien vu la nuit. Bien vu la nuit. Et la majorité des autres courges sont avec des fleurs jaunes. Voilà, les citrouilles, les coloquintes, les courgettes, etc. Et il y a une odeur qui se dégage aussi pour le papillon de nuit ou... Légère, je trouve aussi. Ah oui. Ah oui, très agréable. Ok. Donc, papillon de nuit, c'est ce qu'il faut pour les fruits gourdes que l'on a là. Parce que là, pourquoi? Je veux dire que là, il y en a plein, et là, il y en a moins. Exactement. Et bien, figurez-vous que c'est la question qu'on s'est posée cette année. Pourquoi à partir de la moitié du tunnel? Et en fait, il y avait vraiment très peu de fruits, alors que là, ils sont en train de se former. Donc, il y a un retard de croissance sur cette partie-là. Peut-être que ça vient du sol, parce que il y a une moitié du tunnel qui a été plus terrassée que l'autre. Et peut-être que la qualité du sol n'est pas la même sur la moitié du tunnel et l'autre. Donc là aussi, c'est les années qui vont faire en sorte que le sol va s'équilibrer et s'homogénéiser. Peut-être qu'il faudra qu'on travaille différemment sur la moitié d'un tunnel et l'autre. La première année nous indique vraiment, c'est vraiment bio-indicateur de mettre ces plantes-là. Ce que je trouve fabuleux comme retour, c'est qu'on est vraiment en agriculture. Quand on développe un nouveau site, on n'est que dans l'observation. Et les angles, les courants d'air, les ouvertures, la terre, enfin voilà. C'est ça. On est vraiment toujours à se dire, bon c'est raté, mais on sait pourquoi. Enfin, on essaye de savoir. Je reviens sur l'engrais. On a dit de rajouter de l'engrais. Est-ce qu'il y a un apport qui est fait pendant l'hiver? Est-ce qu'il y a des engrais verts? Est-ce qu'il y a une recherche également pendant l'hiver d'amener beaucoup de fumure, beaucoup d'azote? Alors, on a mis de l'engrais vert, effectivement, en premier lieu. Et ensuite, on a rajouté en plus du fumier. Parce que comme on a mis des copeaux, on avait peur d'une chose qui s'appelle la faim d'azote. Et qui est souvent créée quand on met du bois ou de la paille à un certain moment. Qui lui va absorber l'azote. Donc, du coup, et en plus de ça, ces plantes-là sont très gourmandes en azote. Donc, on a vraiment bien chargé quand même le sol pour que ça puisse pousser. On n'a pas de fin d'azote, on est très content. Et on est obligé d'apporter du paillage en conséquence pour limiter l'entretien. C'est vraiment une des contraintes vu la superficie qu'on a et pour aussi limiter les coûts d'entretien. La seule ressource qu'on a pu trouver, on va dire,
économiquement viable et qui apporte aussi quand même de l'humus en décomposition, eh bien c'est les copeaux de bois. C'est pas l'idéal, mais c'est un bon compromis. C'est ce que j'allais dire, il y a peut-être des déchets qui pourront venir un petit peu compléter de feuilles mortes ou autres pour être moins demandeur d'azote que le copeau. Sur l'ancien site, on mettait de l'herbe tondue. Oui. On arrivait à détourner beaucoup d'herbes de la commune de la Motte-à-Char qui était un vrai partenaire sur l'herbe tondue qu'on mettait justement sous les copeaux, ce qui permettait d'avoir un équilibre carbone et azote plus intéressant. Sur on a eu site-là, on n'a pas pu. Il y a 15 jours, on a interrogé Yves Gillin qui fait de la permaculture au nord de la Loire-Atlantique et qui nous a fait une démonstration à nouveau de l'échange carbone et azote et passionnant. C'est quand même impressionnant. Aucun côté culinaire là-dedans. Hein. Si. Il y a quelques gourdes qui sont comestibles. Alors, surtout une italienne, le serpent de Sicile. On a la verruqueuse de l'île Maurice, qui n'a pas du tout un look qui donne envie d'être mangé, mais qui est comestible. Et il y a plein de développements de courges comestibles en Asie. On a beaucoup de variétés F1, même, développées en Asie pour ça. Mais la majorité des autres sont plutôt des gourdes qui servaient à faire des instruments de musique, des ustensiles de cuisine, des flotteurs pour la pêche, et puis de gourdes. De gourdes, pour boire. Exact. L'agena, le nom lagenaria en latin, l'agena en latin, c'est le flacon. D'accord. Donc c'est pour ça qu'on l'a appelé lagenaria. D'accord. Alors de prendre le temps de l'observer, ça dit quoi en fait? Eh ben, ça dit que ça a bien poussé depuis ces derniers mois. C'est vraiment sympa. On voit bien la structure, on voit l'effet de zigzag qui était attendu. C'est un petit peu la signature du potager extraordinaire parce qu'il n'y a pas aujourd'hui, à ma connaissance, de jardin qui a cette forme-là. Comme on appelle ça la bibliothèque potagère, ça fait un petit peu comme des livres ouverts. Potagère, je trouve ça génial. C'est comme si on avait rangé des livres mais vivants. Et la forme est un petit peu comme un livre entrouvert. Et on a ce zigzag qui est assez joli vu du dessus. J'ai envie de dire que devant ce beau tableau, un grand merci d'avoir pris du temps pour nous présenter ce défi, parce que c'est un beau défi. Et il y a tellement à dire, comme on vient de le voir. Donc un grand merci. Alors surtout, ouvert de juillet, 1er juillet, c'est quoi le rythme calendaire? Alors, on va être ouvert dès le printemps l'année prochaine, parce qu'en plus, il y a les floralies qui se déroulent en Vendée. Donc, on va avoir un billet jumelé avec les floralies. On pourra même venir, durant cette période-là, visiter le potager extraordinaire. Et on sera ouvert jusqu'à Halloween, comme à chaque fois. On clôture souvent la saison avec Halloween, un moment fort, important pour le potager. Avec les potirons et autres. Potirons, courges, et surtout avec un beau moment avec les enfants et les familles qui viennent s'amuser à se faire gentiment peur, parce que du coup, on n'est vraiment pas du tout sur quelque chose de terrifiant, on est vraiment sur quelque chose d'abordable pour les enfants, et en même temps, eh bien, de façon informelle, ils rencontrent plein d'autres légumes, et j'espère qu'ils seront un petit peu plus acculturés et un petit peu plus curieux pour leur alimentation demain. Bon, super. Bon, alors, puis un rendez-vous avant la conclusion au mois d'octobre, c'est au mois de septembre, fin septembre, on l'a dit, avec le concours des légumes géants. C'est ça, le concours national. C'est le concours national des légumes. On dit des légumes géants ou des fruits et légumes géants. Des fruits et légumes géants. Voilà, parce qu'on a aussi bien des fruits que des légumes comme les betteraves qui peuvent concourir. Bon, donc on aura le plaisir de revenir dans 1 mois et demi pour voir ce concours et puis voir les résultats. Et puis essayer de donner envie à d'autres amateurs de tenter sur les hybrides. Enfin, c'est peut-être pas des hybrides, c'est des sélections. C'est des sélections. Voilà, c'est ça. Et pour avoir également son plus gros fruit. Un grand merci Baptiste. Merci à vous. À l'occasion de ce concours des fruits et légumes géants, on est heureux d'offrir à 5 d'entre vous 2 places pour participer à cette journée du 24 septembre pour admirer tous ces fruits absolument démentiels, fruits et légumes absolument démentiels. Alors il vous suffit de vous abonner, laisser un commentaire sur la vidéo et le tirage au sort aura lieu le 31 août. Jardinez bien.